C'est un exposé d'histoire des sciences, mais j'espère vous convaincre pendant cette petite heure que de se replonger de temps en temps dans l'histoire des sciences, c'est extrêmement intéressant et que d'ailleurs, du point de vue pédagogique, on n'en fait pas assez parce que ça aide à comprendre comment les idées s'enchaînent. Derrière Ebelmen et la découverte du cycle géologique du carbone, dont je vais vous parler, il y a un personnage également qu'il faut replacer dans son époque, qui est le début du XIXe siècle, une époque extrêmement féconde du point de vue scientifique dans toute l'Europe, et vous verrez à travers cela que de cette période-là, à mon avis, on a beaucoup à apprendre, beaucoup également à s'inspirer sur la façon d'enseigner, sur la façon de traiter la recherche. On parle beaucoup des liens entre la recherche et l'industrie. Vous allez voir, je vais commencer par ça, vous montrer que ce monsieur qui a fait des découvertes fondamentales en recherche est à la base un ingénieur. Et ce n'est pas par provocation que je mets la Tour Eiffel pour faire un exposé devant une assemblée toulousaine, c'est parce que si vous regardez bien au premier étage de la Tour Eiffel, pas très loin de monsieur Coulomb, que vous connaissez, il y a, pas loin de Becquerel, que vous connaissez également, il y a le nom de monsieur Ebelmen. Ebelmen a son nom sur la Tour Eiffel. Tiens, comment ça se fait que ce type a son nom sur la Tour Eiffel? Eh bien, quand vous regardez comment s'est faite l'attribution des gens qui avaient le privilège de figurer sur la Tour Eiffel, elles ont été les places réservées à des gens qui ont fait progresser l'industrie au cours du XIXe siècle français. Et tous les gens qui sont sur la Tour Eiffel ont contribué d'une manière ou d'une autre à faire progresser l'industrie. Et Ebelmen, son nom est connu, en particulier dans la communauté des chimistes, parce que c'est lui qui, le premier, a fait des synthèses minéralogiques sèches. Il a synthétisé du corindon, il a synthétisé des rubis. Il est également connu parce qu'il a été administrateur de la manufacture de Sèvres. Je vous en parlerai. Le fait qu'il se soit intéressé au kaolin lui a permis d'être le directeur de la manufacture de Sèvres. En s'intéressant au kaolin, il s'est intéressé aux argiles. En s'intéressant aux argiles, il s'est intéressé à la façon dont elles se forment. Et c'est là qu'il a contribué, à mon avis, alors non pas à la découverte du rôle du carbone, en fait, dans l'altération, mais probablement à cette vision très moderne que nous avons des grands cycles. C'est ça que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Donc, il a écrit beaucoup de choses, et l'article dont je vais parler aujourd'hui, c'est un article qui est publié en 1845 dans une revue qui est la revue de l'École des mines de Paris. Donc, pas une revue très connue, très lue des géologues à l'époque, et son travail ne sera pas lu par les géologues pendant très longtemps. Je crois d'ailleurs même qu'il ne sera jamais lu par les géologues. Il a été remis à l'honneur par notre ami Robert Berner, dans un petit papier à GCA il y a quelques années, l'altération chimique et son contrôle sur la teneur en CO2 de l'atmosphère et l'oxygène. Les fondamentaux ont été établis par M. Jacques-Joseph Ebelmen en 1845. Alors, évidemment, comme tout le monde, je suis tombé sur cet article il y a quelques années. Comme tout le monde, je l'ai lu, et comme tout le monde, je n'ai pas fait attention. Je vais vous raconter dans 5 minutes comment je suis revenu à Ebelmen. C'est un pur hasard de mes activités de week-end qui m'ont fait retomber sur Ebelmen. Alors, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que cet article qu'a écrit Bob est correct, mais qu'on peut aller encore un petit peu plus loin et montrer qu'en fait, avant Ebelmen, la plupart des idées sur le rôle du CO2 dans l'altération étaient déjà présentes et qu'elles remontent très loin, probablement aussi loin que la découverte du CO2. Et je vous dis ça tout de suite, même si je dévoile un peu mon exposé. Comment est-ce qu'on met en évidence le CO2 au XVIIIe siècle, mais on met en évidence le CO2 comme on fait aujourd'hui à l'école primaire en mettant de l'acide sur une roche calcaire et ça dégage du CO2. Et c'est comme ça que son découvreur a appelé ça le fixed air, l'air fixé. C'était déjà avant Lavoisier. Et cette idée que les roches calcaires, qui est une idée majeure de cette histoire de cycle géologique du carbone, que les roches calcaires sont une forme de séquestration du carbone atmosphérique originel, elle vient de là. Et je trouve que c'est une très belle leçon. Alors ce monsieur est né en 1845 dans un petit village ou une bourgade dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, qui s'appelle Baume-les-Dames, dans la vallée du Doubs, en Franche-Comté.
Il est né en 1814 et je suis allé voir l'acte de naissance de ce monsieur parce que sa généalogie m'intéressait. Alors, bon, c'est un tout petit peu d'histoire, on va dire, de France, hein, mais ce monsieur qui n'a, comme vous voyez bien, un patronyme qui n'est pas d'origine française, hein, et Belmen, ça fait pas très campagne française, a un grand-père qui est alsacien, en fait. Son grand-père est né à Rouffach, à quelques centaines de 100 kilomètres plus au nord, et il fait partie de ces gens qui ont reconquis la Franche-Comté après la conquête de la Franche-Comté par Louis XIV. Hein. Et sa mère, qui s'appelle Madame Grenier, est également une famille d'origine savoyarde, une famille assez bourgeoise. Le père de monsieur Jacques-Joseph Ebelmen est arpenteur, c'est un géomètre. Son grand-père, l'Alsacien, a ouvert un commerce, non pas un commerce, une auberge, il est aubergiste sur la route de Baume-les-Dames. Et c'est dans cet environnement-là, très simple, que le petit Ebelmen montre à ses maîtres, probablement à ses curés au départ, qu'il y a quelque chose dans cet enfant. Donc ce petit enfant va à Besançon, à la grande ville, fait des études, est remarqué à nouveau dans son lycée et intègre l'école polytechnique. Et ça, c'est pour moi un très bel exemple de cette école républicaine post-révolutionnaire qui marchait bien, dans le sens où elle allait tirer dans les campagnes des gens qui allaient très rapidement intégrer cette école qui était l'école polytechnique, qui n'est absolument pas l'école polytechnique qu'on connaît aujourd'hui, c'est une école qui commence à apparaître. On y fait beaucoup de sciences, hein, et en particulier, on met très vite les gens en contact avec l'expérimentation, on les met très vite en contact avec les laboratoires. Et j'ai regardé, il intègre l'école polytechnique à 17 ans, hein, ce qui est très jeune. Et on aurait envie de dire aujourd'hui, c'est bien, plus on intègre tôt et mieux c'est, une grande école. Et il en sort assez vite, et il en sort bien, il est bien classé, et ça n'a pas changé par contre, il se dirige vers le corps des mines. Sauf qu'à l'époque, et ça c'est quand même le grand changement, le corps des mines, c'est un truc important. La France est un grand pays minier, donc quand on est ingénieur du corps des mines, immédiatement, on est affecté à une région minière, et c'est probablement pas un hasard qu'il est affecté à Vesoul, c'est-à-dire à quelques kilomètres de sa ville natale. Et de 1836 à 1840, il est le patron d'un laboratoire d'analyse chimique dans le district minier de Vesoul. Il faut savoir à l'époque que la Franche-Comté est une grosse région métallurgique. Hein. C'est une région aujourd'hui complètement rurale, on a oublié, à part les automobiles Peugeot qui existe encore, mais c'est une grosse région métallurgique qui va complètement disparaître, en particulier parce que la qualité des aciers n'est pas bonne, ou tout du moins n'est pas concurrentielle par rapport à la qualité des aciers d'autres régions d'Europe et ensuite du monde. Et c'est Ebelmen qui va montrer pourquoi l'acier n'est pas bon. Donc il développe un petit laboratoire d'analyse qui n'existe plus d'ailleurs, je suis allé vérifier, à Vesoul, dans l'est de la France. Et là, c'est là où c'est intéressant, parce que c'est là où cet ingénieur véritablement fait de la recherche. Et c'est là où probablement ses idées sur la constitution chimique des argiles, en particulier, vont commencer à naître. Alors très vite, il est remarqué par son administration, il devient adjoint professeur à l'école des mines, il est le collaborateur de Berthier, qui est un grand minéralogiste à l'époque, hein. Très rapidement, il devient professeur de docimanie. Donc la docimanie, c'est l'étude des métaux. Hein, voilà, hein, on n'enseigne pas la géochimie, on enseigne l'étude des métaux à l'époque, à l'école des mines de Paris. Il succède, et ça c'est pas rien, en 1847 à Alexandre Brognard comme directeur d'un manufacture de Sèvres. La manufacture de Sèvres, qui aujourd'hui n'est plus à Sèvres, d'ailleurs est à Limoges, est un grand organisme d'État. Hein. Là, on ne connaît pas le plastique à cette époque-là. Et la céramique, c'est quelque chose d'important. Beaucoup de choses sont faites en céramique. Il y a une compétition très forte entre l'Allemagne et la France sur le kaolin, justement. Le kaolin a été découvert lors des expéditions en Chine. Les Allemands en ont trouvé en Saxe. Un peu après, les Français en découvrent en Bretagne, puis dans le Massif central. Et la manufacture de Sèvres, elle est créée dans cet environnement-là où il faut fabriquer les meilleures céramiques possibles parce que c'est une vraie richesse économique. Il est en même temps professeur bénévole au Conservatoire des Arts et Métiers à Paris. Ça, ce n'est pas un petit truc. Hein. Et d'ailleurs, je trouve que c'est tout à fait remarquable. Il est invité par M. Faraday, qui est, selon un de mes collègues à l'IPG, le plus grand physicien de tous les temps. Bon.
C'est Frédéric Perrier qui dit ça, je lui laisse le jugement de ce jugement de valeur-là. Et Faraday, qui fait chaque année une lecture publique de début d'année à Londres, invite en première partie, si on peut dire, Monsieur Ebelmen, qui est là en 1851 pour représenter la céramique française. Et malheureusement, il décède en mars 1852, il a 38 ans, il commençait à s'attaquer à des choses fantastiques sur le métamorphisme, je ne sais pas ce qu'il aurait fait, mais probablement il aurait fait beaucoup de choses, en particulier dans le domaine de la géochimie expérimentale. Voilà, alors il a écrit beaucoup, hein, et son œuvre a été synthétisée par un de ses élèves qui s'appelle Salvetat, et je n'ai pas tout lu, très franchement, c'est énorme. Et la partie géologique de cette œuvre-là est toute petite, hein, mais néanmoins, vous allez voir qu'elle est assez dense quand même. Hein. Donc, il a travaillé sur des choses assez intéressantes, comme par exemple les esters boriques et les hydrophanes. Il a beaucoup travaillé sur l'amélioration des foyers métallurgiques. Et en particulier, c'est assez intéressant parce qu'il continue à travailler avec les industriels de sa région natale et il commence à travailler avec les Peugeot, qui à l'époque commence à développer des forges un peu modernes pour améliorer la qualité des aciers. Il a été le premier à mesurer la composition chimique des gaz à l'intérieur du haut fourneau et de montrer que ça permettait d'améliorer les rendements de formation du charbon. Du fer. Il a inventé, il est surtout connu pour ça, et c'est pour ça qu'il figure sur la tour Eiffel, je vous l'ai dit, des méthodes de cristallisation des minéraux. Et puis à Sèvres, il a énormément étudié les kaolins de Chine. Il est l'auteur de techniques originales ou dans lesquelles on peut rajouter un peu de feldspath pour donner à la céramique telle ou telle propriété. C'est assez intéressant d'aller visiter la manufacture de Sèvres, car on voit très bien qu'il y a un géologue ou un chimiste géologue qui est passé par là. Alors, ces contributions à la géologie, alors les articles, vous pouvez les télécharger sur le site de la BNF. C'est quelques articles, je vais aller très vite, et c'est en particulier ce troisième-là qu'il faut lire, parce que c'est vraiment quelque chose de fantastique. Non, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là, produit de la décomposition des roches ignées, et c'est ça dont je vais un petit peu vous parler. Alors, je redirai ça ce soir parce que c'est peut-être un peu moins scientifique et un peu plus général, mais ce qui est intéressant chez ce monsieur, c'est que d'abord, bon, c'est un pur produit de la méritocratie républicaine, hein, ça c'est quand même important. La Révolution française avait permis qu'un fils d'arpenteur de province devienne directeur de la manufacture de Sèvres, hein, que ce soit plus un comte, il faut le signaler. C'est un chercheur et un ingénieur, c'est un chimiste et un géologue, il a une grande connaissance de la géologie. Et à l'époque, d'ailleurs, les progrès de la chimie sont très dépendants de la découverte de substances géologiques. C'est assez intéressant de réaliser ça, on l'a un peu oublié. C'est un expérimentateur et c'est un conceptualisateur. Et puis, c'est un homme de paillasse et un administrateur, ce qui est rare, hein, en tout cas de nos jours, et relativement incompatible. Donc, c'est un homme complet. Hein, c'est un homme complet et c'est ça qui m'a impressionné. Alors là, je vous raconte un tout petit peu ma vie. Comment je suis retombé sur ce monsieur, c'est que la maison de campagne de ma famille, qui est dans ce petit village de Haute-Saône, est connue pour son dépôt ancien qui n'est plus exploité de minerai de manganèse. Hein, on voit d'ailleurs sur cette carte ici, cette tache noirâtre, c'est du minerai de manganèse. Et j'ai découvert que ce minerai de manganèse a été analysé par M. Ebelmen. Voilà, c'est pour la petite histoire, et qu'il a montré quelque chose qui était que ce minerai contient jusqu'à 13 mg par gramme d'arsenic. Ce faisant, il a conclu au fait que la mauvaise qualité du minerai de fer franc-comtois venait de cette teneur en arsenic est très élevée. Alors je me suis pris au jeu de refaire les analyses, mais cette fois au CRPG, ce n'est pas moi qui les ai faits, hein. Et on voit effectivement que les teneurs en arsenic sont les mêmes que celles qu'Ebelmen avait déterminées par les moyens du bord, je vais vous en parler dans quelques instants, et effectivement sont très riches en ces métaux, arsenic, molybdène, qui font que la qualité des aciers qui étaient produits à l'époque n'était pas bonne. Hein. Ce qui est remarquable aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand vous vous baladez dans ces campagnes, il n'y a plus la moindre trace d'aucune exploitation minière et d'aucun retraitement de tous ces métaux. Alors, Ebelmen s'est intéressé au cycle géologique. Et là, il faut replacer ça dans le contexte de la géologie de l'époque. On ne connaît pas bien le cycle géologique à l'époque. Hein. Il y a un dénommé Werner en Allemagne qui est l'auteur d'une théorie dont je vous reparlerai, qui est le plutonisme. Il y a un Anglais, Hutton, qui a dit des choses un peu opposées à ce que dit Werner. Mais le cycle géologique,
On en sait à peu près ça, c'est-à-dire qu'il y a des montagnes, que ces montagnes eh bien, s'usent avec le temps, que les sédiments sont transportés. On décrit des terrains stratifiés, ce qu'aujourd'hui on appelle des terrains sédimentaires, ces terrains stratifiés par opposition aux terrains cristallins. Bref, à l'époque, on sait qu'il y a quelque chose de cyclique dans la nature. Ça vient de loin d'ailleurs, ça vient de Buffon, du siècle des Lumières, cette notion de cyclicité dans les processus naturels, mais on n'en sait guère plus. Donc il faut bien lire Ebelmen avec ça en tête. Il ne faut absolument pas essayer de croire qu'on sait tout de la géologie à l'époque. La géologie est balbutiante, comme la chimie est balbutiante. En particulier, on vient à peine de nommer les éléments. C'est un Allemand, Berzelius, qui sort un livre dans les années 1830 qui commence à nommer les éléments. Et c'est là où l'œuvre d'Ebelmen est intéressante, c'est que alors que la géologie n'existe pas quasiment, alors que la chimie est balbutiante, Ebelmen est déjà un géochimiste, en fait, qui essaye de rendre les deux, de tirer des informations de la chimie pour faire de la géologie. Alors voici la question qu'il se pose, qui est une question qui est encore d'actualité, et je trouve qu'il n'y a pas meilleure phrase pour commencer un cours sur l'altération chimique que de dire ça. Ebelmen dit « La dégradation des roches dans les chaînes de montagne n'est pas un phénomène purement mécanique, c'est le résultat d'une réaction chimique. » Enfin, c'est la question qu'il pose et c'est ça qu'il veut tester. Et c'est cette idée-là qu'il va poursuivre. Est-ce que les sédiments que transportent les rivières, est-ce que la dégradation des chaînes de montagne, c'est une dégradation physique ou est-ce que c'est l'objet, au contraire, d'une réaction chimique ? Ça, c'est sa question, et on voit quand on le lit que c'est vraiment cette question qui le guide complète tout le temps. Alors, sa méthode, c'est la méthode du chimiste. Vous allez voir, il va faire des analyses, et c'est d'ailleurs là qu'est son talent, c'est qu'il va faire des analyses qui, à l'époque, sont extrêmement dures à réaliser. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais vous allez voir, les chimistes parmi vous vont voir que c'était quelqu'un de courageux, de laborieux, et qui a énormément fait progresser ce champ-là. Et puis, surtout, il fait cette remarque-là, que les terrains stratifiés, donc sont les terrains sédimentaires, dont je vous ai parlé tout à l'heure, contiennent tous les éléments des rochiniers, d'accord, donc des granites, ils contiennent du calcaire, du calcium en particulier, mais en outre, ils contiennent des acides qui n'existaient pas dans les rochiniers, ou alors en très faible proportion. Et ça, c'est vraiment le leitmotiv de la démonstration que je vais essayer de vous faire. Donc les minéraux qu'on rencontre, c'est lui qui écrit. Tout ce qui est en blanc, c'est ce qu'il a écrit. Les minéraux qu'on rencontre dans les roches d'origine lignée sont principalement la silice. Alors il faut faire une lecture avec les notions de chimie de l'époque. Donc on connaît la silice, on ne sait pas que c'est SiO2. Attention, moi je ne l'ai pas mis là, mais on ne sait pas que c'est SiO2. On sait que ça contient de l'oxygène, puisque oxygène, c'est Lavoisier qui a inventé le mot, principe oxygène. On voit bien que quand on décompose de la silice, il en sort un gaz, qui est le gaz que Lavoisier dit le gaz respirable, qu'il appelle le principe oxygène, l'oxygène. Mais à l'époque, on ne sait pas que la silice, c'est SiO2. Donc il faut tout remettre également dans ce contexte-là. Des silicates complexes, alors on connaît l'existence des feldspaths, on décrit des feldspaths magnifiquement, mais on ne connaît pas leur formule chimique. La potasse, la soude, l'alumine, la chaux, la magnésie, c'est ce qu'aujourd'hui on connaît sous ces bases-là, écrites dans le langage moderne, mais à l'époque on ne sait pas que la chaux correspond à CaO, on sait que ça contient de l'oxygène. La magnésie, on ne sait pas que c'est MgO, etc. Donc il faut réellement se remettre dans le contexte de chimie de l'époque, qui est un contexte extrêmement pauvre du point de vue des connaissances. Et puis les acides, on les connaît, c'est l'acide carbonique. Alors aujourd'hui on l'appelle CO2, mais dans tout Ebelmen on l'appelle acide carbonique. Donc ça vient également de Lavoisier, puisque Lavoisier dit ce principe O2, cet oxygène, le principe oxygène qu'il appelle l'oxygène, c'est ça qui est responsable des acides. D'ailleurs, il s'est trompé, ça a été montré un siècle plus tard, qu'on peut avoir des acides qui ne contiennent pas d'oxygène. Mais à l'époque, on ne pense pas ça. Donc les trois acides dont Ebelmen parle dans tout son article sont l'acide carbonique, l'acide vitriolique, à l'époque on l'appelle comme ça, il contient du soufre, et puis l'acide nitrique, et vous allez voir qu'il en parle, et c'est extrêmement d'actualité. Voilà. Alors, je vais aller un petit peu plus vite à partir de maintenant. Donc là, Ebelmen décrit sous quelle forme, dans les terrains stratifiés, on trouve les éléments qui étaient présents dans les rochiniers. Donc on voit, alors il parle de groupement moléculaire, mais la molécule n'a pas été inventée, pas plus que le terme d'atome, il va falloir attendre la fin du 19e siècle. Donc c'est des termes à lire, mais qui n'ont pas le sens qu'ils ont aujourd'hui.
nous retrouvons les mêmes éléments, hein, mais les groupements moléculaires sont devenus beaucoup plus simples. Donc il y a cette idée déjà que dans la transformation du cycle géologique, on a simplifié les éléments qui étaient présents au départ dans les granites. Quant aux alcalis, donc les alcalis dans le langage de l'époque, c'est le sodium et le potassium, hein, les alcalins dans le langage d'aujourd'hui. On les rencontre qu'en faible proportion dans les terrains formés par la voie aqueuse, et la solubilité de leurs composés rend bien raison de cette circonstance. Donc il comprend déjà que les alcalins qui étaient présents dans le granit, le potassium et le sodium, ils ne sont pas réintégrés au terrain stratifié, ils sont dans l'eau de mer. Hein. Voilà, donc sa conclusion, c'est que les terrains stratifiés renferment tous les éléments des roches d'origine ignée et en outre des acides qui n'existaient dans ces roches ignées qu'en faible proportion. J'ai remis les falaises du Jura qu'il avait sous les yeux quand il était enfant. Ces calcaires aujourd'hui que l'on considère comme des formes de stockage du calcium présent dans des roches ignées initialement et de carbone, cet acide qui était présent dans l'atmosphère. Alors, c'est un analyste. Hein, et je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai essayé un petit peu de comprendre ce qu'il faisait. Ça pourrait faire l'objet, à mon avis, Jean-Louis, de très beaux travaux pratiques pour nos étudiants que d'essayer de réanalyser un silicate avec les méthodes qu'utilisait Ebelman. Mais quand même, il y a quelques géochimistes dans cette salle. Déjà, à l'époque, il utilise deux attaques différentes pour attaquer les minéraux. Il pratique soit la fusion au carbonate de soude, soit l'attaque acide par l'acide fluorhydrique, hein, en capsule de platine, etc. Donc, ceux qui connaissent reconnaîtront que finalement, ces grandes étapes ici, acide à l'acide fluorhydrique, évaporation à sec avec l'acide sulfurique, reprise à l'HCl, etc., ressemblent furieusement à ce qu'on fait. La seule différence, c'est qu'à la fin, et ça c'est directement hérité de la chimie de Lavoisier, on finit toujours par avoir un résidu que l'on pèse. Et la mesure, la précision de la mesure en chimie de l'époque vient du fait qu'à la fin, on pèse quelque chose qui n'est pas pur. Alors on l'appelle silice, on l'appelle chaux, on l'appelle magnésie, on l'appelle alumine, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on le pèse. Et il y a tout ce grand combat de tout le XIXe siècle entre les partisans de la théorie pondérale et la théorie atomique qui finira par l'emporter à la fin du XIXe siècle, mais qui est extrêmement impopulaire en France. Et donc Ebelman, en particulier, grâce ou à cause de M. Dumas, qui est le grand professeur de géochimie je crois, de l'école de chimie, de l'école des mines, et qui dit « Je ne veux pas entendre parler de la notion d'atome, c'est des trucs, on ne les a jamais vus. » Donc, il faut s'en tenir à ce qu'on pèse. Et donc Ebelman, quand on le lit, on voit bien, est un petit peu gêné. Il aurait sûrement envie de parler des atomes, mais on voit bien qu'il n'a pas le droit et qu'il s'en tient à cette théorie pondérale. Alors, ce que vous allez voir, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, ça ne change rien à ces grandes conclusions et aux grandes idées qui sont derrière. Alors, il publie des analyses. Hein, toutes ces analyses sont publiées très rapidement. C'est assez intéressant. Hein, je dis ça en direction des jeunes. Hein, c'est quelqu'un qui publie très vite. Hein, il fait des manips, hop, le lendemain ou le surlendemain, c'est présenté dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. D'ailleurs, ça fait réfléchir sur le processus de publication parce qu'on s'aperçoit que ça allait beaucoup plus vite à l'époque. Hein. 3 petits points de suspension. Alors, on est frappé parce que c'est remarquable de rigueur. Hein. Il devait passer des journées à analyser un basalte. Hein. Mais ce qui m'a impressionné quand même, c'est qu'il compare ce que donne l'analyse par fusion à ce que donne l'analyse par attaque acide. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, les deux sont complémentaires parce que l'une permet d'avoir des éléments que l'autre ne peut pas mesurer. Hein, il en fait la moyenne, hein, et ce qui est tout à fait intéressant, il pèse également les poids d'oxygène, parce que je vous ai dit qu'on connaît l'oxygène, hein, c'est le seul élément à peu près que l'on connaît grâce à Lavoisier. Et je me suis amusé à regarder, donc il a analysé ici le basalte du Puy. Hein, voici la ville du Puy dans le Massif central. Je suis allé dans la littérature chercher aujourd'hui ce qu'on pense être la moyenne d'un basalte du Puy, et vous voyez que c'est remarquablement similaire, hein, 46, 48, 13, 16. Pour un géochimiste, c'est absolument fantastique, hein, cette précision. Donc déjà, à l'époque, ces chiffres n'étaient pas faux, alors qu'ils ne connaissaient pas les éléments chimiques. Alors, il invente, et ça c'est absolument impressionnant, la normalisation à l'aluminium. Il remarque, alors voilà son idée. Hein, son idée géniale est la suivante. Il a remarqué, en particulier dans le Massif central,
des choses fort d'actualité, parce qu'il y a des papiers là-dessus tous les jours dans GCA ou dans IPSL. Il a remarqué qu'il existe dans les massifs volcaniques en particulier ce qu'on appelle aujourd'hui des clasts, hein, c'est-à-dire des bouts de roche inaltérés mais entourés d'une pellicule d'altération. Donc ça l'intrigue. Ça l'intrigue. Et le chimiste va essayer d'analyser ça, d'analyser également la partie altérée, il va comparer. Mais il s'aperçoit de quelque chose, c'est que les concentrations, elles varient de là à là. Et en particulier, il remarque que l'aluminium, c'est écrit là, je n'invente rien, l'aluminium est enrichi dans la partie altérée. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose que les géochimistes savent bien, c'est que comme l'élément aluminium est un élément immobile, qui n'a pas tendance à être entraîné par les eaux, alors que d'autres partent, lui se retrouve forcément concentré par effet de bilan. Donc ça, il le remarque et il en tient compte. Et ce qu'il fait, c'est qu'il normalise à l'aluminium. Alors, il ne dit pas comme ça, mais enfin, il présente des tableaux où l'alumine est à 100 dans le basalte non altéré et le basalte décomposé. 100, 100. Donc, c'est une normalisation à l'aluminium. Voilà. Donc, il analyse les roches, il analyse les couvertures altérées autour. Il va même jusqu'à altérer différents points de la couverture altérée pour commencer à faire de la cinétique chimique. Tu vas voir ça dans 5 minutes, Jacques. Et bien, il montre, finalement, en faisant ça, le départ relatif des éléments. Alors, je vous ai tracé des diagrammes. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'il n'a pas fait à l'époque, parce qu'à l'époque, les articles sont rédigés, d'ailleurs, là aussi, belle leçon pour nous, d'abord dans un français impeccable, extrêmement agréable à lire. Je dis ça pour les plus jeunes d'entre nous. Premièrement, ça ne veut pas dire que les plus jeunes ne savent pas écrire le français impeccable. C'est que, comme nous, ils sont frustrés de ne pas pouvoir écrire dans une langue impeccable. Voilà. Et puis, on ne met pas de schéma, jamais. Je ne sais pas pourquoi. La mode du schéma vient plus tard dans l'histoire des sciences. Mais par contre, on met des tableaux. Alors, j'ai pris ces tableaux et j'ai fait une normalisation. Regardez, oxyde de fer, acide titanique, alumine, silice, magnésie, potasse, soude, chaux et l'eau. Et il a normalisé à l'aluminium. Donc, l'aluminium est ici, d'accord ? Donc, ça fait 1. Et j'ai juste fait un diagramme avec ces données. Et ça, c'est ce qu'on peut faire avec la même chose, c'est ça, aux Antilles, un claste, une andésite qui s'altère. J'ai juste pris la composition chimique de ça et j'ai normalisé à ça. Non, d'ailleurs, je ne suis même pas allé aussi loin qu'Ebelmen, je n'ai même pas normalisé, donc c'est pas à 1. D'accord ? Mais on voit l'ordre relatif. Et ce que montrent les analyses d'Ebelmen, c'est qu'on a le même ordre relatif. Les éléments qui ne bougent pas, légèrement concentrés ici, parce que, à nouveau, je n'ai pas normalisé, c'est le fer, le titane et l'alu. Le fer, le titane et l'alu. La silice, elle commence à partir. Vous voyez, elle commence à partir un peu. La magnésie est partie, d'accord ? La potassium et le sodium, dans le langage moderne, sont partis, etc. Donc, il a à peu près le même ordre que celui que vous pouvez aujourd'hui tirer de l'analyse de cette pellicule altérée d'un claste aux Antilles. Voilà ce que vous donnez à vos étudiants en licence. Ebelmen l'a découvert en 1845. Donc c'est assez remarquable. Alors il ne s'arrête pas là, et son article, je ne vais pas rentrer dans les détails, il en fait plein, parce qu'il regarde différents degrés d'altération. Il est extrêmement méticuleux, donc il va chercher des dépôts blanchâtres, des dépôts brunâtres, etc. Il fait ça extrêmement proprement, et il montre en fait que l'intensité d'altération, on pourrait l'appeler comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire finalement la quantité de l'élément que vous avez perdu, elle varie en fonction de la proximité à la roche-mère, à la boule de roche-mère. C'est assez joli et c'est en ce sens où il commence à faire de la cinétique. Le fer attire son attention parce que le fer a un comportement compliqué. Et il est en train de mettre le doigt sur, évidemment, les changements redox, les changements de degré d'oxydation du fer. Il explique ici que le fer, de temps en temps, est appauvri, de temps en temps, au contraire, est enrichi, qui sont typiquement des choses que l'on observe dans les sols en fonction de l'endroit où l'on se trouve. Voilà, il fait un petit peu de cinétique chimique, dans le sens où il observe que les feldspaths calciques sont décomposés avant les pyroxènes. Ne venez pas me dire que ce n'est pas correct, ce sont les observations de Brantley, des choses dans l'altération en boule qui sont en train de sortir dans la littérature, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, quelles étaient les interprétations d'Ebelmen à l'époque ? Eh bien, vous pouvez lire son article. L'interprétation est exactement celle que je viens de vous donner, c'est-à-dire que des éléments, un certain nombre d'éléments, quittent la roche-mère, partent, sont lessivés dans les eaux, et un résidu est formé qui concentre les éléments qu'il observe ne pas varier, c'est-à-dire le fer, l'aluminium et la silice.
hein, et ce n'est pas la peine de tout lire, mais on peut lire ici, dans la décomposition des silicates contenant de l'alumine et des alcalis, avec ou sans les autres bases, l'expérience prouve que l'alumine se concentre dans le produit de décomposition en retenant une portion de la silice, hein, et en fixant une certaine quantité d'eau. Je n'ai pas insisté tout à l'heure sur l'eau, mais il avait évidemment remarqué que les produits d'altération sont très enrichis en eau par rapport au produit initial, et que les autres bases sont entraînées avec une grande partie de la silice. Le produit final de la décomposition se rapproche de plus en plus d'un silicate d'alumine hydraté, ce qu'à l'époque, grâce à Brognard en particulier, on connaît sous ce terme-là de kaolin, et dont la formule à l'époque est la suivante, assez intéressant, SiO2, donc c'est 3 silices pour une alumine. On sait déjà que l'alumine, c'est 2 aluminiums pour 3 oxygènes, alors qu'on ne sait pas que la silice, c'est un silicium pour 2 oxygènes. Tout simplement, ça reflète ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne connaît pas encore tous les éléments, on en découvre chaque jour un petit peu plus. On ne connaît pas bien les masses atomiques, rien n'est fixé, hein, ça va venir plus tard. Il n'empêche que sa conclusion est robuste, c'est effectivement ça qui se passe dans la nature. L'aluminium, les éléments solubles partent, les alcalins, les alcalinotéreux, et puis on se retrouve avec un résidu qui est un kaolin qui est concentré. Alors là où ça devient intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il a besoin de quelque chose pour faire cette altération. Et là, il va s'opposer à Brognard, dont il est pourtant il a été l'assistant, hein. Donc là, il a du courage. Et il s'oppose à Brognard. Brognard avait proposé que la transformation du feldspath en kaolin obéisse à la loi suivante. Donc voici la formule connue à l'époque de l'orthose, donne du kaolin plus de la silice. Donc 9SiO, enfin un silicate de potassium soluble. Donc à l'époque, pour imaginer que le potassium puisse migrer, on est obligé d'invoquer un silicate de potassium soluble. Ce qu'Elbelmen va montrer, c'est que ce silicate de potassium soluble n'existe pas. Et la démonstration est impeccable, puisqu'il va regarder des roches qui ne contiennent pas ces alcalins, qui contiennent au contraire des alcalinotéreux, donc c'est des pyroxènes et des olivines, et il montre que même dans l'altération d'un pyroxène et d'une olivine, eh bien, on a exactement le même genre de solubilisation alors qu'il n'y a pas d'alcalin. Donc l'entraînement de la silice n'est pas dû à ces composés qu'avait supposé Brognard, qui sont ces silicates d'alcalins solubles. Alors, sur l'action de l'acide carbonique, voilà comment Ebelmen s'en sort. Fournet a proposé, avec une toute petite référence qu'il faut aller chercher et que je suis allé chercher, dans un travail fort intéressant sur la transformation des roches en kaolin, une autre explication que les faits précédents me font regarder comme probable. Monsieur Fournet considère l'acide carbonique comme l'agent de formation des kaolins. Donc ça tombe tout à coup, hein, comme un cheveu sur la soupe. Quand on lit l'article, on se dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'il se met à parler tout à coup de l'acide carbonique? Alors, il donne quand même un petit argument, qui est le meilleur des arguments d'ailleurs, et c'est celui qu'on donne aujourd'hui aux élèves, hein, c'est que quand on analyse les eaux minérales qui drainent ces endroits où les basaltes se décomposent, où les roches se décomposent pour donner ces kaolins, eh bien, quand on analyse les eaux, on s'aperçoit qu'elles contiennent de la silice et des carbonates, jamais de silicates, ce qui est un peu faux. Ils contiennent de la silice, ils ne contiennent pas des silicates, hein. Et quand on évapore ces eaux, eh bien, on obtient un mélange de carbonate et de silicate. Donc c'est son carbonate qu'il invoque pour lui faire imaginer que l'agent d'altération de ces roches, c'est l'acide carbonique. Donc ce qui a permis la mobilisation des éléments, c'est l'acide carbonique. Alors, je suis allé voir l'article de M. Fournet. Il n'est pas facile à trouver. Il existe dans une revue qui s'appelle la revue Les Annales de physique-chimie. Et ce qui est assez intéressant, c'est ce petit groupe qui a été créé par la Révolution française autour de gens comme Gay-Lussac en particulier. C'était un petit club d'intellectuels qui se réunit dans une maison qu'ils ont achetée à Arcueil. C'était sympa, la science à l'époque, hein. Et n'empêche qu'ils ont créé une revue et qu'ils ont fait beaucoup avancer les progrès de la chimie et de la physique à l'époque, en tout cas en France. Et c'est dans cette revue-là que Joseph Fournet, qui est un illustre inconnu, a publié un article que j'ai lu et dont je vais vous parler et qui était très impressionnant, effectivement, dans lequel il est le premier à invoquer l'acide carbonique comme l'agent d'altération des roches. Donc ce n'est pas Ebelmen, hein, et je l'ai dit à M.
Werner. Ce n'est pas Ebelmen qui a trouvé que c'est l'acide carbonique qui vient altérer les roches. Hein. Ce n'est pas non plus Fournet, vous allez voir, et ça vient d'avant, hein, et ça vient de très loin, comme je vous disais tout à l'heure. Alors Jean-Baptiste Xavier Fournet est un géologue, en fait, hein, mais qui publie un livre que j'ai un peu feuilleté, qui est très agréable à lire, du mineur, son rôle et son influence sur les progrès de la civilisation. C'est très d'actualité, puisque aujourd'hui, on est à nouveau dans une période où on n'a pas assez de mines. Bon, je passe. Hein. Alors, il y avait en Allemagne un monsieur qui s'appelait Gehlen, un chimiste, hein, qui avait proposé, sur la base des travaux récents de Davy, Davy est un chimiste anglais, c'est lui qui a découvert le lithium, hein, et on était juste à l'époque où on commençait à voir qu'il y avait des actions électriques quelque part dans les molécules. Et en particulier, à l'époque, on commence à séparer, grâce à l'électrolyse, des molécules dans des composés électropositifs et des composés électronégatifs. Et ce qu'avait proposé Gehlen, c'est que l'altération des roches, c'était ça. En fait, c'était des phénomènes électriques à grande échelle. Lorsque des formations géologiques étaient en contact, il se produisait des effets électriques à l'interface qui changeaient localement la nature des roches. Hein, donc, quand Fournet écrit son article sur l'altération, c'est ça qu'il a en tête. C'est la théorie dominante, et d'ailleurs, elle est admise par Brognard, qui est prof au Muséum. Mais Fournet montre que ces observations, il est ingénieur des mines à Pont-Gibaud, dans le Massif central, cette théorie n'est pas compatible avec ces observations. À nouveau, là, dans les articles de ces années-là, on est extrêmement impressionné par le poids qu'a l'observation des choses. C'est-à-dire que quelque chose qui est observé à l'œil nu a autant de poids qu'une analyse chimique. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, on en soit encore là. C'est-à-dire que le poids des observations que font les gens a une très grande importance. Et pour Fournet, le simple fait que ces observations qu'il a faites en tant qu'ingénieur à Pont-Gibaud, dans la Cité centrale, sont telles qu'elles ne sont pas compatibles avec la théorie électrique qui est en vogue à l'époque. Et en particulier, il remarque quelque chose, c'est qu'ici, on altère des gneiss. Ce n'est pas une photo de lui, hein, d'accord ? On altère des gneiss, mais il n'y a rien au-dessus. Et il a des tas d'exemples où, de toute manière, il n'y a pas de contact entre la formation géologique qui est abîmée, qui est altérée, avec quelque chose qui a existé au-dessus. Ce n'est pas possible. Donc c'est en particulier pour ça qu'il réfute cette théorie de Gehlen. Il donne de nombreux exemples. Il s'oppose également, en ce sens-là, d'ailleurs, on le lit dans son article, à M. Becquerel. Alors, M. Becquerel n'est pas le découvreur de la radioactivité, c'est son grand-père. On a été Becquerel de père en fils, et le grand-père était un minéralogiste au Muséum d'histoire naturelle. Et Becquerel a écrit un livre qui est tout à fait agréable à lire, qui s'appelle, il est chimiste, hein, minéralogiste, il écrit un livre sur la physique du globe. Il est impressionnant de voir à l'époque comment la chimie et la physique s'inspiraient des observations liées à la Terre. Hein, et ça, c'est aussi extrêmement impressionnant de voir comment les disciplines aujourd'hui ont divergé. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut très bien faire un parcours de chimie sans faire un seul module de géologie de toute sa vie. Hein, et l'inverse. C'était moins vrai, mais l'inverse est possible aussi. À l'époque, les disciplines ne sont pas aussi séparées. Hein, et quand on lit, par exemple, ce livre de Becquerel, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un chimiste, mais il connaît très bien la description du milieu naturel. Voilà. Excusez-moi, c'est en anglais. Voilà. Et ce que Fournet finit par conclure, c'est qu'il a besoin de l'acide carbonique. Alors là aussi, c'est extrêmement bizarre, et quand on essaye de comprendre, on s'aperçoit qu'on ne voit pas très bien pourquoi il a besoin de l'acide carbonique, hein, qui d'ailleurs joue un rôle si important dans le phénomène, nous paraît encore sans action sur les silicates quand elle est seule. Et si nous devons recourir à l'intermède d'un acide, nous verrons que le seul qui soit assez universellement répandu dans la nature, eh bien, c'est l'acide carbonique. Mais là, à nouveau, je ne sais pas ce que vous pensez de la démonstration, mais ce n'est pas quelque chose qui vient s'imposer. Hein. Je trouve que le meilleur argument était celui d'Ebelmen, qui consistait à dire, dans les eaux, quand je les évapore, c'est des carbonates et de la silice. D'accord ? Alors, j'ai essayé de comprendre quand même. Alors, bon, il essaye de justifier ça par les notions d'électropositivité et d'électronégativité de M. Berezius. Il y a le B qui est passé, là, qui est un grand savant, un grand chimiste allemand de l'époque. Mais ce n'est pas très robuste. Et en fait, l'inventeur de l'acide carbonique comme un agent d'altération, c'est Werner.
Et ça nous ramène 10, 20 ans, 30 ans en arrière. Donc Werner est également un ingénieur des mines. Il travaille dans les monts métallifères, en Saxe, qui est la grosse région métallurgique d'Europe. Il est à l'origine d'une théorie qui est complètement tombée, qui est la théorie neptunienne, dans laquelle il dit tout s'est formé dans un océan, y compris le granit, puis ensuite des roches conglomératiques, etc. Il pense à l'échelle stratigraphique classique de tous les pays européens. Et selon Werner, donc c'est Fournet qui le cite, suivant Werner, ces décompositions proviennent de l'action de deux acides différents. La première se monte dans les montagnes de granit et de gneiss où le feldspath seul a été décomposé et a produit le kaolin. Donc ça, c'est Fournet qui l'écrit. Il attribue cette altération à l'acide carbonique. Donc il attribue le rôle de l'acide carbonique à une idée initiale de Werner. La seconde espèce de décomposition a lieu particulièrement dans les filons considérables sur le feldspath, le mica et même l'amphibole. Il la regarde comme l'effet de l'acide sulfurique. Donc Werner, également, le grand neptunien, celui qui attribue à l'océan la formation de toutes les roches qui existent sur la Terre, avait, et ça je dois vous avouer que je ne suis pas reparti dans les écrits de Werner, déjà imaginé que l'acide, je compte le faire, que l'acide carbonique et que l'acide sulfurique, qui vont être repris donc par Ebelmen ensuite, puissent jouer un rôle. Et donc c'est la première mention, la plus ancienne, que j'ai retrouvée en fait du rôle de l'acide carbonique dans l'altération des roches, et de l'acide sulfurique au passage. La découverte du CO2, ça il faut quand même en parler, on la doit en 1752 à Joseph Black, et je vous le disais tout à l'heure, l'expérience qu'a fait Black est une expérience qu'on faisait dans le temps encore à l'école primaire, mais j'ai vérifié avec mes propres enfants, on ne la fait plus, j'imagine que c'est trop dangereux pour ces chers petits. On met de l'acide sulfurique sur une dolomie, ça dégage du CO2 qu'on arrive en faisant barboter, à récupérer dans un ballon, ça éteint la bougie, etc. C'est l'air fixé, selon une expression de Lavoisier, mais ça a en fait été découvert par ce monsieur Joseph Black. Donc en fait, la découverte de l'acide carbonique, qu'on appelle aujourd'hui le CO2, vient de là, et exactement sa découverte, elle a été faite dans l'idée que ces formations que sont les terrains stratifiés, Black ne les appelait pas des terrains stratifiés, mais il aurait pu, elles contiennent cet acide-là. Voilà. Alors, Fournet, d'ailleurs, pour la petite anecdote, donne vraiment beaucoup d'importance à l'acide carbonique. Et là, il dit que ces considérations nous font entrevoir une grande tâche qui reste à accomplir, celle de reproduire par la voie humide ces diverses espèces, comme la voie sèche a déjà reproduit la plupart de celles dont l'origine ignée est incontestable. Donc là, il ouvre le champ, évidemment, à la séquestration du CO2 en conditions expérimentales et la formation de ces argiles ou des produits secondaires. Je me suis permis de dire, quelle actualité. Voilà, revenons à Ebelmen. Quand on lit l'article d'Ebelmen, donc il l'attribue, suivant les travaux de ses prédécesseurs, et ça c'est important de signaler, à l'acide carbonique, la force d'agent d'altération majeur. Mais il va parler également d'autres agents. Il parle de l'action des matières organiques. Il a en particulier observé dans ses analyses que les boules autour des basaltes qui contenaient de la matière organique avaient des compositions chimiques différentes de celles qui n'en contenaient pas beaucoup. Et ça aussi, c'est également énormément d'actualité, puisque les géochimistes, et en particulier ceux qui essayent de modéliser le cycle global du carbone, savent bien que la matière organique joue un rôle important, mais ne savent pas encore vraiment bien exactement quels sont les mécanismes de détail dont il s'agit. Il va même jusqu'à imaginer que l'acide nitrique puisse avoir un rôle. Alors à l'époque, l'acide nitrique est connu parce qu'on exploite le salpêtre pour faire de la poudre. Et aujourd'hui, c'est également un grand sujet d'actualité, mais toujours pas réglé, de savoir si ces engrais que l'on met dans nos champs ne donnent pas à un certain moment des protons lorsque l'ammonium se transforme par exemple en nitrate, et que ça aussi, ce n'est pas un agent d'altération important. Tout cela est déjà dans l'article d'Ebelmen. Et puis, alors je suis particulièrement sensible à ça parce que j'ai travaillé, moi, pas mal sur le cycle du soufre et le rôle de l'acide sulfurique dans l'altération. Ebelmen entrevoit également que l'oxydation des pyrites des roches, donc les pyrites, ce sont des sulfures de fer ici, sont un moyen dont la nature dispose pour fabriquer de l'acide sulfurique,
que c'est susceptible de consommer de l'oxygène de l'air. Il voit bien, toujours selon la terminologie de Lavoisier, que les réactions, alors là c'est l'inverse, mais plus haut dans l'article il écrit exactement l'oxydation de la pyrite grâce à l'oxygène de l'air, est capable de fabriquer ce qu'il appelle SO3 à l'époque, qui est en fait dans le langage aujourd'hui l'acide sulfurique. Petite remarque en passage, Ebelmen est originaire d'une région où les pierres sont bleues, et cette couleur bleue ici est due à l'abondance d'une pyrite finement divisée. Donc probablement il a été inspiré par ça quand il était gamin. Voilà. Alors, ça c'était donc le rôle d'Ebelmen, le rôle de l'acide carbonique qui, vous voyez, est quelque chose de difficile réellement à cerner dans l'histoire de la géochimie. Là où Ebelmen est le plus impressionnant véritablement, je pense que c'est parce qu'il va être le premier à commencer à faire des bilans globaux. Et c'est vraiment là, à mon avis, où l'apport d'Ebelmen est important. Alors, les bases, donc je le cite, qui tout à l'heure se trouvaient combinées à la silice dans les rochiniers, ont précipité de l'atmosphère une proportion équivalente d'acide carbonique. Donc on est toujours là dans le langage des chimistes français de l'époque, proportion équivalente. Donc il va raisonner en masse. Il va dire, par masse de feldspath, j'ai besoin d'une telle quantité, d'une masse donnée de CO2, et il commence à faire des calculs. Il applique ça à la décomposition de l'orthose. Et il fait une approximation que seul un géochimiste est capable de faire aujourd'hui, si la Terre était entièrement constituée d'orthose. C'est génial, hein? Eh bien, il le fait. Et voilà. Alors, je l'ai refait hier, hein, ce calcul. Voilà. Alors, j'ai écrit avec ce qu'on sait aujourd'hui, hein, et voilà ce qu'il a trouvé. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que dans le raisonnement d'Ebelmen, quasiment tout est faux. La formule est fausse. La masse de l'acide carbonique, elle n'est pas bonne. Quoi d'autre? Enfin, tout est faux, d'accord? Mais il n'empêche que l'ordre de grandeur auquel il arrive, c'est que si la Terre entière est recouverte d'orthose, et puis après il fait un petit calcul où il raffine en disant non, mais pas la Terre entière, que les continents. Hein, ce qui est aussi un truc, on sait faire, hein, que les continents, eh bien, en fait, je consomme tout le gaz carbonique d'une colonne d'atmosphère en altérant 22 mm d'orthose. D'accord? Donc, aujourd'hui, si on fait ce calcul, alors on écrit ça, on suppose qu'on ne fait pas de kaolinite, etc., hein, Jacques sourit, eh bien, on trouve que c'est 50 mm si on ramène ça à la surface des continents. Donc, l'ordre de grandeur, il est correct. Hein? Donc, tout était faux. Mais n'empêche que l'ordre de grandeur est correct. Donc ça, je dis ça pour les plus jeunes d'entre nous, il ne faut jamais hésiter à faire un calcul first order, comme on dit, hein, back to the envelope, parce que l'ordre de grandeur restera. Et même si les théories changent, que la théorie des équivalents devient un jour la théorie des atomes, ce n'est pas grave. En fait, la conclusion géochimique de ça, c'est que, eh bien, rien qu'en altérant 22 mm de la surface de la Terre ou des continents, on pompe tout le gaz carbonique de l'atmosphère. Donc ce que montre Ebelmen, c'est que c'est considérable et que ça a une influence globale. Voilà, un petit dessin. Aujourd'hui, du temps d'Ebelmen, alors dans l'atmosphère, à l'époque, on pensait qu'il y avait 1,24 kg de CO2 par mètre carré. C'est faux, hein, parce qu'on ne savait pas bien mesurer le CO2 d'abord. Et voilà. La chose qu'elle ne fait pas Ebelmen, il est gêné, on voit bien quand on le lit, c'est qu'il ne fait pas intervenir le temps. Donc il n'est pas dans cette notion dynamique où un solde, c'est quelque chose qui s'en va à terme, ça ne fait pas que s'agrandir. Hein. Et il est gêné, on voit très bien, et il s'en sort en disant « au bout d'un temps assez court ». Il faut savoir qu'à l'époque, à la même époque, Georges Cuvier, qui est son voisin d'ailleurs, hein, Georges Cuvier est montbéliardais, mais très puissant du point de vue politique, il est ministre des cultes. Georges Cuvier, ne veut surtout pas que l'on remette en cause les écritures de la Bible. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'il est ministre des cultes, d'ailleurs. Hein. Donc on voit bien qu'autour de lui, tout le monde est un petit peu gêné et s'en sort en disant « au bout d'un temps assez court ». Mais si vous continuez le calcul d'Ebelmen, et d'ailleurs un dénommé Becquerel, le grand-père, l'a fait, dans son article, c'est assez intéressant, il prend la cathédrale, une cathédrale en Auvergne, il observe la diminution d'épaisseur du granit, parce qu'on connaît la date de construction de la cathédrale. Et ensuite, il va se promener dans la campagne, il regarde l'épaisseur d'un sol sur granit, le même granit qui a servi à la construction de la cathédrale, et il dit que pour faire ce sol, il a fallu 82 000 ans. Voilà, on en aurait guillotiné pour moins. Hein.
Voilà. Mais il l'a écrit, ce qui était quand même assez courageux. Bon, c'était dans son traité d'électricité, alors peut-être que cette électricité, on ne sait pas trop ce que c'est, et c'est passé comme ça. Hein. Voilà. Alors Ebelmen fait aussi des calculs avec l'oxygène. Hein. Alors je ne rentre pas en détail, mais il montre que les réactions qui impliquent la pyrite impliquent des quantités d'oxygène à échelle globale qui sont très impressionnantes. Ce qui m'a beaucoup plu, et je pense que c'est vraiment impressionnant ici, c'est cet aspect global. Hein. À l'époque, la géologie, elle est vraiment régionale. Hein. On étudie les mines dans les monts métallifères, on étudie les mines, etc. Lui, Ebelmen vient avec cette approche du chimisme, des nombres complètement faux, des formules complètement fausses, mais il vient raisonner globalement. Regardez ce qu'il écrit, c'est absolument magnifique. Hein, en calculant la quantité d'acide carbonique nécessaire pour fabriquer 500 mètres d'argile, et là il cite son ami Élie de Beaumont, qui est le géologue en titre à l'école des mines. Élie de Beaumont a calculé qu'à la surface de la Terre, il y a à peu près 500 mètres de roches sédimentaires, de terrain stratifié, répartis sur toute la Terre. Hein, et 500 mètres d'argile en moyenne à la surface de la Terre. Cela nécessite 120 000 fois la quantité de CO2 dans l'atmosphère actuelle. Voilà. Et donc, je trouve ce calcul absolument magnifique, hein, puisqu'il démontre, il implique une idée de dynamique, que vous ne pouvez pas avoir quelque chose de statique, parce que vous n'auriez plus de gaz carbonique dans l'atmosphère depuis longtemps. Et à nouveau, il oublie le temps. Hein, et c'est ça qui est assez remarquable dans le raisonnement. Alors, j'adore cette phrase. Et si je pouvais l'écrire dans un article, je l'écrirais, mais le reviewer me dirait « mais vous n'avez pas à écrire des phrases comme ça. Un tel résultat est fait pour effrayer l'imagination, et cependant, il est la conséquence rigoureuse d'expériences précises et de notions scientifiques que je crois incontestables. » C'est joli quand même. C'est quand même très joli. Alors, il ne s'arrête pas là, et il imagine qu'il y a une partie océanique de ce cycle-là, de la matière, puisque, comme je vous l'ai dit, hein, il a remarqué que les bases manquantes sont parties dans l'océan. Regardez ça, chacun des affluents amenant des matériaux différents, les uns dissous, les autres de grosseur variable, commence à faire de la granulométrie en plus. Entraîné mécaniquement, on conçoit très bien la variété de nature de composition qui en résultera, etc. Donc là, il est parti, c'est le géologue là, qui prend le dessus. Hein, il a fait la chimie sur les continents, il emporte tout ça dans la directe lignée de l'aïeul, hein, vers les océans. Quel que soit le mode de combinaison des bases enlevées au silicate, elles doivent produire en définitive, quand elles arrivent dans les eaux de la mer, les mêmes composés. Les carbonates terreux finiront par se décomposer ou seront absorbés par les animaux marins, les mollusques, les zoophytes. Hein. Il met bien en avant le fait que le carbonate de calcium ne précipite pas de manière inorganique, hein, comme on l'a longtemps cru, ou comme les géochimistes aiment bien à simplifier les problèmes, mais sont l'action des animaux marins, des mollusques ou des zoophytes. Donc là, il comprend finalement, quand on le lit, l'usine chimique à carbonate, hein, ce qu'on connaît aujourd'hui en géochimie sous la réaction de Urey, qu'on attribue à Garel et Mackenzie 1972, l'idée que globalement, sur la Terre, le CO2 est neutralisé par l'altération des basaltes et que vous procédez à un échange finalement de silice contre un carbone. Hein. C'est cette réaction-là qu'Ebelmen a intuitée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui, alors ça, c'est assez intéressant également. Je le lis parce que ça ne sert à rien que de commenter. L'immense épaisseur des grès quartzeux, des argiles, dans toute la série des formations, accuse la décomposition d'une masse énorme de rochiniers. Donc il voit bien qu'il y a un problème, parce qu'il y a trop de calcium dans l'océan par rapport à ce qui affleure aujourd'hui. Hein? Faut-il considérer que la totalité des carbonates de chaux et de magnésie des terrains de sédiments comme les produits de cette même décomposition? Je ne pense pas. Donc là, il commence à imaginer l'idée, vous me voyez faire un cycle, hein, l'idée du recyclage sédimentaire, qui est qu'aujourd'hui, en fait, on reprend des choses qu'on a formées, altérées, puis précipitées auparavant. La chaux n'existe pas en proportion assez considérable pour que les silicates complexes des terrains plutoniques nous soyons autorisés à considérer cette source de calcaire comme la seule. Il est probable que des masses de calcaire primitifs enclavées dans des roches cristallisantes dissoutes par les eaux minérales. Les géochimistes ont reconnu ce grand débat actuel de la littérature géochimique qui consiste à avoir de la calcite partout et que quand même vous, ou des calcaires partout, et que quand même vous considérez un bassin qui ne draine que des granites ou que des basaltes, chacun aime à y voir en fait l'influence de la dissolution de traces de calcite. Je pense que c'est rien d'autre que Ebelmen voulait dire ici.
Accessoirement, il a compris que le calcium qui est apporté à la mer, donc ça sort de notre papier de 99 sur l'inversion des grands fleuves, des compositions chimiques des grands fleuves, le calcium qui est apporté à la mer, minoritairement vient des silicates, on va dire, granitiques. L'essentiel vient du recyclage des calcaires, et c'est comme ça que la Terre fonctionne. La partie, on va dire, nouvelle de ce calcium qui est apporté à l'océan est finalement assez petite aujourd'hui. Il y a une approximation que fait Ebelman qui est tout à fait impressionnante, et si vous avez lu Garrell et Mackenzie en 1972, ça va vous faire sourire. Il est gêné par les bases d'alcali, parce qu'il voit bien qu'il arrive à faire précipiter du calcaire dans l'océan, et que ça peut séquestrer du carbone. Il est gêné avec les alcalins, avec le potassium et le sodium, puisque les carbonates de potassium et de sodium, il le sait très bien, n'existent pas. Alors il va jusqu'à imaginer un mécanisme ici d'échange dans les estuaires. C'est remarquable, hein, et on n'a pas fait mieux, et d'ailleurs c'est un domaine de recherche où on en sait guère plus. Voilà. Il est facile de voir que la décomposition des roches d'origine ignée tend constamment à séparer de l'air son oxygène et son acide carbonique. Donc pour l'oxygène, il pense à la pyrite, et pour l'acide carbonique, il pense au silicate. Celui-là par la formation des carbonates alcalins et terreux, l'autre par la suroxydation du fer et du manganèse. Ces causes d'absorption de ces deux principes essentiels à la vie organique agissent, il est vrai, avec lenteur, mais il n'est pas douteux que leurs effets, en s'accumulant pendant une longue suite de siècles, toujours ce temps qui le gêne tout le temps, ne puissent amener des changements notables dans la composition de notre atmosphère. Voilà pourquoi Yves fait des modèles, c'est parce qu'il part de ce principe-là qui a été énoncé par Ebelman, hein, n'est-ce pas? Tu es donc un élève direct d'Ebelman. Tu trouveras dans son article plusieurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui augmente le CO2, ce qui baisse l'oxygène, ce qui peut faire, etc. C'est un tableau de route pour les siècles d'après de ce qu'il faut modéliser. Ce n'est pas fini. Les considérations qui précèdent établiront, je l'espère, que la décomposition et la reproduction de certaines espèces minérales fort abondantes à la surface du globe correspondent à des modifications importantes de la composition de l'air atmosphérique. Donc il montre là le rôle de la lithosphère sur la composition de l'atmosphère. Hein. C'est quand même un grand résultat de la géologie. Comme elles agissent en sens contraire les unes des autres, il est bien difficile de déterminer dès à présent quelle sera la résultante de leurs actions. C'est pas beau, Yves, hein, il faut faire un modèle si on veut commencer à comprendre quelque chose. C'est en gros ce que nous dit là Ebelman. Hein. Je ne vais pas tout vous lire, mais la chose importante ici, c'est qu'il est en train de nous expliquer que ça peut pas, il y a un problème. C'est-à-dire que ce CO2, on ne peut pas le consommer s'il n'y a pas une source quelque part. Hein. Ah non, oui, en fait, voilà, ça c'est aussi très joli, c'est qu'il imagine la possibilité d'un feedback. Hein. C'est-à-dire, il imagine ici qu'à la suite d'un cataclysme arrivé à la surface du globe, des orifices volcaniques aient projeté dans l'atmosphère une grande quantité d'acide carbonique. Je vois Bernard qui rigole, hein, c'est du Dessert et al. Ou du Dupré et al. 2003. Qui n'enlève rien à ces articles, bien entendu, mais qui a été ici intuité par M. Ebelman. Alors, qu'est-ce que j'avais? Oui, en attendant Tyndall, parce qu'il n'était pas très très loin d'être proche de l'effet de serre, à une plus grande pesanteur de l'enveloppe gazeuse devrait correspondre une plus forte condensation de la chaleur solaire. Alors vous allez dire que j'exagère, que je lui fais dire des choses qu'il n'a pas dites, mais là, il n'est pas loin de Tyndall, découvreur de l'effet de serre en 1861. La seule chose qu'Ebelman ne savait pas, c'est que le CO2 est un gaz à effet de serre et que donc éventuellement, il y a des effets climatiques. À l'époque, Boussingault, qu'on a complètement oublié, revient d'une expédition au Pérou et pour la première fois, il a mesuré les gaz des orifices volcaniques. Et qu'est-ce qu'il y trouve ? Il y trouve du CO2. Je vois dans les phénomènes volcaniques la principale cause qui restitue à l'atmosphère l'acide carbonique que la décomposition des roches en précipite. Monsieur Boussingault, etc. Supprimez les phénomènes volcaniques et bientôt l'acide carbonique de l'air aura disparu. Bravo, hein, on n'a plus rien à ajouter. Voilà. Alors, je terminerai quand même par les dernières écritures de ce type qui est un visionnaire, véritablement. Hein, pour moi, c'est le Wegener de la géochimie, hein, il n'y a pas de doute. La décomposition des roches intervient dans l'équilibre de l'air atmosphérique.
Les causes qui lient les formations géologiques à la composition de l'air sont de la plus haute importance pour l'histoire du globe, je cite. Et il propose d'observer l'évolution de la teneur en CO2 de l'atmosphère. Je crois qu'il y aurait un très grand intérêt de déterminer la quantité d'acide carbonique contenu dans l'air en divers lieux, à diverses hauteurs, dans des conditions variées de saison, de température, de direction des vents, prenant pour base des expériences si précises exécutées déjà par M. Boussingault et Lévy. La fixation de ces nombres fournirait à l'histoire naturelle du globe une donnée des plus importantes pour le présent et surtout pour l'avenir. Nous sommes en 1845. Voilà, il est donc le précurseur des observatoires. Il est le créateur des OSU. Voilà, donc en conclusion, j'espère vous avoir fait passer un petit peu de cette passion dont je me suis épris pour ce monsieur, qui est inconnu, mais qui pourtant, en plus du bonhomme, symbolise vraiment un contexte scientifique de ce début du XIXe siècle que je trouve tout à fait excitant. C'est un polytechnicien, oui, mais c'est un chercheur des débuts de la révolution industrielle. Il est dans le domaine de la chimie métallurgique. C'est un fin analyste, hein, et ça, quand vous lisez ses articles, il y a 10% de grandes sciences, mais le reste, c'est du laboratoire. Hein. C'est quelqu'un qui, on voit très bien, a usé sa vue peut-être, à la paillasse, hein, avec des méthodes extrêmement difficiles à l'époque, mais toujours très rigoureuses et qui l'ont conduit à des chiffres qui sont restés. Il a abordé, grâce à ses techniques d'analyse, de nombreux sujets. Ça, c'est une bonne leçon à donner à nos étudiants. C'est la conclusion d'un cours d'école doctorale. Hein. Donc, quand vous avez un outil, vous pouvez aborder différents domaines. Votre outil, c'est votre force. Hein. C'est un chimiste qui est curieux de géologie. Donc, ça, voilà, hein, quand même important. Chimie sans géologie, voilà. Une vue globale des processus géologiques et une vue quantitative. Et je pense, après avoir relu l'article de Berner, que finalement, le grand apport d'Ebelmen, c'est plus celui-là que ses réflexions sur l'acide carbonique. Parce que l'acide carbonique, c'est dans l'air, si je puis dire, pour faire un mauvais jeu de mots, depuis Werner. En fait, c'est dans l'air depuis qu'on a découvert le gaz carbonique grâce à M. Blagg. Et alors, ce qui est très intéressant du point de vue de l'histoire des sciences, c'est que toute cette affaire est tombée dans l'oubli pendant très longtemps. Et c'est Garrel et Mackenzie, 1972, qui ont redécouvert ce dont je viens de vous parler, le rôle de l'altération des roches sur la consommation du gaz carbonique par l'atmosphère. Je me suis donc empressé de téléphoner à Berner, qui est l'élève de Garrels et qui le connaît bien. Et la question qui me brûlait l'élève, c'était, mais est-ce qu'à un moment, Garrels a lu Ebelmen, hein? Est-ce qu'il est possible? Parce que quand on lit Ebelmen, on voit qu'il y a tellement d'analogies avec ce qu'a écrit ensuite Garrels qu'on est vraiment frappé. Donc, est-ce que Garrels a lu Ebelmen? Et Berner m'a certifié que non. Il n'a pas lu pour une raison très simple, qui est que, en fait, il y a eu un article dans les années 1870-80 qui a complètement fusillé les travaux d'Ebelmen. Et cet article, je n'ai pas envie de le lire, mais il faudra bien le faire un de ces jours. Et c'est cet article-là qu'avait Garrels, m'a dit Berner. Je crois que Berner a toujours cet article-là. Il l'a retrouvé dans les bibliothèques, à la bibliothèque de Yale. Donc c'est un dénommé, j'ai oublié le premier auteur, mais l'article explique que Ebelmen avait imaginé des trucs, mais ce n'est pas possible, c'est complètement impossible pour les raisons suivantes. Donc, non seulement Garrels n'a pas eu accès aux écrits d'Ebelmen, mais en plus, il n'a pas été incité d'y aller parce que le seul article qu'il avait pu voir sur les travaux d'Ebelmen est un article qu'il est critiqué. Voilà, donc c'est intéressant comment l'histoire des sciences oublie des choses pendant très longtemps pour les redécouvrir ensuite. C'est évidemment de loin pas le seul exemple. Il y a, pour terminer, à l'École des mines de Paris, cette fresque où vous reconnaissez quelques grands savants de l'époque, qui sont tous des contemporains d'Ebelmen. Vous voyez ici Georges Cuvier, ministre des Cultes, on le voit à sa stature. On ne va pas faire d'analogie avec des personnages vivants, mais on voit que c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Ça, c'est Dolomieu, on reconnaît à son marteau, lui qui cartographie les Alpes. Saussure, son compagnon, et lui, l'inventeur de la géologie alpine. Monsieur Ahui, rigoureux, le minéralogiste, qui s'emploie à décrire des formes minéralogiques. Et ce monsieur, c'est Brognard.
pas l'air aussi extrêmement joyeux, mais qui est professeur au Muséum d'histoire naturelle. Eh bien, moi, je propose que, bien, on rajoute aujourd'hui M. Ebelmen, qui est l'élève de Brognard, mais qui est tout aussi méritant que ses chers collègues. Voilà, je vous remercie.